Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener avec moi dans un dossier particulièrement sombre qui s'est déroulé à Missoula, dans l'État du Montana, entre février 2021 et janvier 2022. Dans ce quartier d'ordinaire paisible, le connu pour son esprit de communauté et ses initiatives scolaires solidaires, s'est déroulé un drame qui a ébranlé la confiance des familles et laissé derrière lui un profond sentiment d'incompréhension. Avant de poursuivre et de vous révéler chaque détail de cette enquête bouleversante, je vous invite à me soutenir avec un petit like et à vous abonner, car cela m'encourage énormément et me permet de continuer à partager ce genre d'histoire sur la chaîne. Le dossier dont il est question implique une femme nommée Rebecca Coleman, 42 ans, considérée par tous comme l'une des mères les plus investies de l'école primaire du quartier. Cette personne, toujours impeccable, semblait briller par son dévouement et son altruisme. Dotée d'un sens aigu de l'organisation, elle gérait nombre d'activités extrascolaires et de comités de charité, tout en s'occupant de ses propres enfants. Dans la communauté de Missoula, beaucoup l'avaient surnommée la mère modèle ou l'ange de l'école, tant son implication semblait admirable. Il y avait chez elle un côté maternel qui dépassait même le cadre de sa famille. Elle s'occupait volontiers des enfants des autres parents, leur offrait des goûters, proposait de les reconduire chez eux en cas de besoin et n'hésitait pas à aider quiconque rencontrait des difficultés passagères. Les organisateurs de kermesses et de ventes de charité louaient son enthousiasme. Toutefois, la face cachée de cette femme, qui s'apprêtait à être dévoilée, échappait absolument à tous. Dans le même établissement scolaire, deux autres figures faisaient parfois la une des conversations de parents. Un père célibataire discret, Gabriel Sanders, âgé de 35 ans, et une jeune femme débordante d'énergie, Brooke Martinez, 28 ans, mère d'un enfant en bas âge. Gabriel travaillait dans une usine de la région et gérait comme il pouvait l'emploi du temps complexe d'un père seul avec sa fillette. Il n'apparaissait aux réunions de parents qu'épisodiquement, à cause de ses horaires changeants et éprouvants. Brooke, de son côté, était reconnue pour son dynamisme inépuisable. Elle organisait régulièrement des collectes de fonds, des distributions de vêtements et se montrait infatigable dans la mise en place de nouveaux projets pour les plus petits. Son enthousiasme la poussait souvent à coopérer avec Rebecca, qui agissait en quelque sorte comme la coordinatrice en chef de presque tous les événements de l'école. L'image de ces deux femmes souriantes se retrouvait régulièrement dans les bulletins d'information scolaire ou sur les photos des kermesses de fin d'année. À ce moment-là, personne ne se serait douté que les liens apparemment innocents tissés au sein de la communauté allaient prendre une tournure macabre. Le premier signe inquiétant d'un basculement survint en avril 2021, lorsqu'une fillette de 6 ans, habitant à 2 rues de l'école, ne rentra pas chez elle après la classe. Ses parents, paniqués, firent immédiatement le tour du voisinage, questionnèrent les autres familles et alertèrent les autorités. Les équipes de patrouille, aidées par une multitude de volontaires, se mirent à sillonner toutes les rues de Missoula, fouillant parcs, terrains vagues et sous-bois, mais sans résultat. La disparition inexpliquée d'une enfant dans ce genre de quartier familial souleva immédiatement un sentiment de peur. Les habitants de Missoula, fiers de leur réputation de ville tranquille, ne pouvaient imaginer qu'un sort tragique ait pu lui arriver, et ils espéraient la retrouver vivante, cachée quelque part, simplement égarée ou réfugiée chez un proche. Pourtant, les jours passaient, et l'enquête stagna. Aucun indice concret, aucun témoin capable de guider la police, hormis un conducteur de bus scolaire qui mentionna avoir vu la fillette sur le trottoir en fin de journée, sans personne à ses côtés, ce qui ne paraissait pas anormal jusque-là. Les semaines suivantes,
Les parents devinrent de plus en plus prudents. Rebecca Coleman proposa même d'organiser des rondes de surveillance autour de l'école et encouragea les familles à investir dans des systèmes d'alarme domestiques. Elle participa activement à la distribution de tracts avec la photo de la fillette disparue, tout en se montrant empathique auprès de la famille affectée. Cette implication consolida davantage son aura de bonne samaritaine, suscitant toujours plus de respect de la part de ses voisins, qui ne cessaient de lui exprimer leur gratitude. Quelques mois plus tard, 2 autres disparitions frappèrent la communauté. Un garçon de 10 ans, puis un autre de 7 ans, disparurent à quelques semaines d'intervalle, eux aussi près des lieux scolaires. Cette fois, la panique fut totale. Les journaux locaux commencèrent à relayer les inquiétudes grandissantes, parlant d'un éventuel prédateur d'enfants rôdant aux abords de l'école. Les autorités établirent des patrouilles plus fréquentes et invitèrent les parents à accompagner rigoureusement leurs enfants matin et soir. La direction de l'école renforça la sécurité en installant plus de caméras. Malgré ces efforts, aucun indice tangible ne permettait de tracer l'origine de ces disparitions. Le temps avançait. Les recherches ne donnèrent rien. Lentement, la méfiance s'immisça dans les relations quotidiennes. On évitait de laisser les enfants jouer seuls dans la rue, on s'interrogeait sur la fiabilité des voisins, certains parents cessèrent de participer aux événements communautaires. La boule au ventre, beaucoup d'entre eux s'en remettaient aux réunions que Rebecca continuait d'orchestrer. Curieusement, son dynamisme ne faiblissait pas. Elle incitait régulièrement tous les volontaires à se manifester pour des battues, contactait les médias locaux pour maintenir l'affaire sous le feu des projecteurs, organisait des collectes pour soutenir les familles touchées. Aux yeux de nombreux observateurs, elle représentait le pilier de la solidarité en ces temps de crise. Même si l'atmosphère était devenue tendue et angoissée, l'école s'efforçait de poursuivre ses programmes éducatifs habituels en tâchant de ne pas céder à la psychose générale. Les enquêtes policières, pour leur part, piétinaient. Les inspecteurs affectés au dossier étaient menés par un officier chevronné, que la presse décrivait comme un homme d'expérience, ayant travaillé sur plusieurs affaires délicates d'enlèvement dans le passé. Lui et son équipe déployèrent des ressources considérables, analyse de caméras de surveillance, interrogatoire de tout le personnel scolaire et de nombreuses familles, contrôle des casiers judiciaires des résidents du secteur, etc. Malheureusement, aucune piste ne semblait émerger, pas le moindre indice d'un ravisseur. Les parents, éreintés par l'inquiétude, ne pouvaient qu'espérer un miracle ou un faux coupable qui finirait par se manifester. Les réseaux sociaux, quant à eux, s'enflammaient de spéculations. Certains y voyaient tôt l'œuvre d'un trafic d'enfants, d'autres imaginaient un déséquilibré solitaire qui opérait dans l'ombre. Les plus complotistes prétendaient qu'il existait peut-être des complicités au niveau des autorités ou de l'école elle-même, bien que cela ne reposât sur rien de concret. Pourtant, un événement finit par renverser brusquement l'ambiance au tournant de l'hiver 2021. Des voisins, qui habitaient en face de la résidence de Rebecca Coleman, constatèrent des allées et venues, pour le moins étranges. Tard, dans la nuit, ils apercevaient de la lumière au sous-sol de son domicile, et l'activité semblait se prolonger durant des heures. Il y avait parfois des bruits sourds, comme si on déplaçait des objets encombrants. L'une des voisines remarqua également que Rebecca sortait régulièrement par la porte arrière, portant des sacs poubelles fermés avec soin. Mais parce qu'elle avait bonne réputation, personne ne crut bon d'en informer la police. On mit cela sur le compte des préparatifs de fête de fin d'année, d'autant que Rebecca mentionnait souvent sa volonté d'organiser un Noël solidaire pour les familles démunies, ce qui impliquait, selon ses dires, d'entreposer de la nourriture dans un grand congélateur quelque part chez elle. En parallèle, elle continuait à démontrer publiquement un air inquiet pour les enfants disparus,
lançait des appels à la vigilance et offrait son épaule à celles et ceux qui craquaient sous la tension de cette situation dramatique. Les tout premiers soupçons plus concrets ne surgirent qu'en décembre 2021, lorsqu'une proche du quartier, qui avait été invitée chez Rebecca pour discuter de décoration de Noël, fit une remarque à propos d'une odeur étrange flottant à la cave. L'hôtesse, prise au dépourvu, lui assura que c'était simplement une vieille infiltration d'humidité mêlée au contenu de quelques sacs de déchets organiques avant compost. La discussion s'arrêta là, car la visiteuse n'osa pas remettre en cause les dires de celle que tout le monde considérait comme la plus dévouée des mamans. Cependant, la même voisine relata plus tard cet épisode à un membre de sa famille, en glissant qu'elle avait ressenti un frisson inexplicable à l'idée que quelque chose n'allait pas. Lorsque ce ressenti parvint aux oreilles d'une autre habitante du quartier, elle-même déjà intriguée par les activités nocturnes de Rebecca, la rumeur commença à courir, qu'il se passait peut-être quelque chose d'anormal dans cette maison, jusque-là si accueillante. C'est alors qu'un inspecteur, informé de ces bruits de couloir, décida de se présenter un matin chez Rebecca, prétextant une visite de routine dans le cadre des nouvelles mesures de sécurité instaurées autour de l'école. Il profita de l'entretien pour s'intéresser à l'organisation logistique qu'elle disait mener pour ces collectes solidaires. À ce moment-là, Rebecca parut parfaitement sereine, comme si elle n'avait rien à cacher. Elle l'emmena d'ailleurs fièrement dans son garage, où elle exhiba sans hésiter une rangée de cartons remplis de denrées non périssables, censées être distribuées plus tard dans des associations caritatives de la région. Elle évoqua alors l'existence d'un grand congélateur acheté à cet effet, précisant qu'elle s'en servait pour stocker de la viande et du poisson donnés par diverses entreprises locales. Selon elle, cela permettait de fournir des repas plus nourrissants aux familles en difficulté. Rien, dans sa posture ou sa voix, ne trahissait l'ombre d'une faute. Pourtant, l'inspecteur nota une certaine réticence quand il lui demanda s'il pouvait voir ladite pièce de stockage. Rebecca détourna la conversation en feignant d'avoir égaré la clé du sous-sol ou en prétextant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'en ouvrir la porte à cause d'un aménagement en cours qui rendait l'accès dangereux. Cet argument, un peu bancal, ne suffit pas à l'inspecteur, qui sortit du domicile avec une curiosité piquée au vif. Il ne possédait pas suffisamment d'éléments pour justifier un mandat de perquisition. Néanmoins, ce comportement commençait à détonner avec l'entrain habituel de Rebecca, toujours prompte à faire visiter ses installations caritatives et à montrer comment elle gérait les stocks. L'expérience professionnelle de l'inspecteur le poussait à garder à l'œil cette femme, même si elle n'apparaissait pas encore comme une suspecte évidente. De son côté, Rebecca continua à se comporter avec aplomb, participant activement à diverses collectes de Noël. Elle apparut en photo dans plusieurs journaux locaux, tenant fièrement une boîte de cadeaux destinée aux familles nécessiteuses et toujours souriante, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Puis, alors que l'année 2022 venait à peine de commencer, le voile tomba brutalement. Cela se produisit un matin glacé de janvier, lors d'une visite impromptue des agents de police, qui avaient reçu un appel anonyme affirmant avoir entendu des gémissements en provenance du sous-sol de Rebecca dans la nuit précédente. D'abord perplexes quant à la fiabilité de ce signalement, les enquêteurs décidèrent tout de même de s'y rendre et s'aperçurent que la porte d'entrée était restée entr'ouverte. Personne ne répondait à leurs appels depuis le couloir principal. Après plusieurs sommations, ils pénétrèrent prudemment dans la maison, découvrant un intérieur d'apparence tout à fait normal. Le salon bien rangé, la cuisine ordonnée. Mais au bout du couloir, un escalier menait à la cave, d'où provenait une forte odeur de moisissure et de renfermé. L'un des agents, muni d'une lampe de poche, s'avança lentement jusqu'à la porte du sous-sol. Elle était à demi fermée, non verrouillée. À l'intérieur, la scène qu'il découvrit dépassait l'entendement. Le sous-sol avait été barricadé grossièrement. Des meubles et des caisses s'entassaient,
pour dissimuler l'entrée d'une pièce plus reculée, accessible uniquement en enjambant un amas de bric-à-brac. Au centre, un grand congélateur industriel trônait contre le mur. Derrière ce congélateur, on pouvait distinguer un espace fermé par une cloison improvisée où se trouvaient 2 enfants, amaigris et tremblants, enveloppés dans des couvertures sales. Les agents, bouleversés, les sortirent sans attendre de cet enfer, leur offrant de l'eau et vérifiant leur état de santé. Peu après, en ouvrant le congélateur, ils firent la macabre découverte. À l'intérieur, dans des sacs scellés, gisaient les corps de plusieurs enfants, dont certains correspondaient à ceux portés disparus depuis des mois. Cette révélation glaça le sang des enquêteurs. L'horreur se confirmait. La gentille et généreuse Rebecca Coleman, la mère modèle, abritait en réalité un lieu de séquestration et un espace funeste où elle dissimulait les dépouilles de certaines victimes. Les autorités s'empressèrent de boucler la maison et de lancer un avis de recherche pour retrouver Rebecca, car elle n'était pas présente lors de l'intervention. Celle-ci fut localisée dans la soirée, errant non loin de la zone industrielle de la ville, l'air hagard, apparemment en train de charger plusieurs boîtes dans le coffre de sa voiture. Elle ne semblait pas tenter de fuir, plutôt agir dans un état second. Lors de son arrestation, elle ne résista pas, se contentant de murmurer des paroles confuses sur un prétendu plan de sauvetage et sur la nécessité de purifier certains enfants pour leur offrir une autre vie. À ce stade, la police ignorait encore le véritable motif de ces enlèvements. Des psychologues, envoyés en urgence pour l'évaluer, conclurent rapidement à la présence d'un état mental extrêmement troublé. Dans la foulée de l'arrestation, l'enquête se focalisa sur la responsabilité éventuelle d'autres individus. C'est ainsi que Gabrielle Sanders et Brooke Martinez furent entendus. Les enquêteurs cherchaient à comprendre s'ils avaient sciemment ou inconsciemment aidé Rebecca à commettre ces crimes. Gabrielle, interrogée en profondeur, reconnut avoir livré de la nourriture à Rebecca pour ses projets de charité, sans jamais avoir eu l'idée de fouiller plus avant. Il se reprochait déjà de ne pas s'être montré plus attentif, affirmant qu'il ne faisait que répondre aux demandes polies d'une femme qui disait vouloir mieux nourrir les enfants dans le besoin. Brooke, de son côté, expliqua qu'elle avait participé à la promotion de plusieurs initiatives. Elle non plus n'avait rien remarqué de suspect, hormis l'attitude parfois rigide de Rebecca quand on s'écartait de ses directives. Les policiers, en épluchant leurs relevés téléphoniques et mails, ne trouvèrent aucune preuve de collusion. Leur rôle semblait se limiter à celui d'acteurs naïfs dans une triste pièce dont ils ignoraient les coulisses. Toute la ville de Missoula fut choquée, sidérée par la découverte dans la cave et par les premiers témoignages des 2 enfants encore vivants. Selon les bribes d'informations récoltées, ils avaient été enfermés, à divers moments, dans cette pièce sombre, recevant des repas irréguliers et subissant l'endoctrinement de Rebecca, qui prétendait les protéger. On apprit bientôt que certains d'entre eux étaient malades ou en situation familiale difficile, ce qui avait pu attirer l'attention délirante de Rebecca, convaincue, d'après son journal intime, qu'elle œuvrait pour leur bien. Les enquêteurs mirent la main sur ce journal pendant l'inspection de la maison. Un carnet manuscrit, rempli de phrases confuses, d'incantations religieuses, de notes sur les habitudes alimentaires des enfants séquestrés et d'interminables calculs de dates. On y découvrit l'évolution d'une pensée dérangée, où la femme se décrivait comme investie d'une mission quasi spirituelle. Arracher des enfants qu'elle jugeait en détresse à un environnement corrompu, puis les garder à l'écart jusqu'à ce que les signes célestes apparaissent. Les détails demeuraient obscurs, mais on y lisait clairement l'idée d'attendre un moment béni pour les libérer, malgré le fait qu'elle ne les laissait pratiquement plus sortir et n'hésitait pas à user de violences psychologiques et de privation. Les autopsies pratiquées sur les corps retrouvés dans le congélateur révélèrent que plusieurs enfants étaient morts de causes liées à la malnutrition, au froid
ou à des complications médicales non soignées. Rebecca ne les avait apparemment pas tués au sens direct du terme, mais elle les avait laissés mourir en refusant de recourir aux soins nécessaires, persuadée de suivre une sorte de dogme ou de rituel personnel. Cet élément choqua d'autant plus la communauté, car personne n'avait jamais soupçonné chez cette femme le moindre signe de fanatisme ou de déviance. Tous la connaissaient comme une croyante discrète, investie dans l'Église locale, active dans l'organisation des messes de Noël ou des ventes de charité. Jamais on n'aurait pu imaginer que ses croyances aient muté en un délire mystique de cette ampleur. Au fur et à mesure de l'investigation, les indices accumulés permirent de comprendre la mécanique de ces enlèvements. Elle profitait de sa réputation, de la confiance instaurée avec les parents et de l'accès facile aux enfants lors d'événements scolaires ou de rassemblements associatifs. Dans certains cas, elle proposait aux enfants de venir l'aider à décharger une camionnette pleine de provisions ou à déplacer des cartons dans sa cave. Les enfants, ne se méfiant pas de cette mère aimable, la suivaient sans imaginer le piège qui les attendait. Après les premières disparitions, elle avait réussi à manipuler l'inquiétude générale pour renforcer son rôle d'organisatrice de recherche, ce qui, par un effroyable paradoxe, la mettait à l'abri des soupçons. Pendant que tout le monde la félicitait pour ses bonnes actions, elle perpétrait l'horreur derrière les murs de sa demeure. Les 2 enfants retrouvés en janvier 2022 furent hospitalisés d'urgence. Leur état physique et psychique était alarmant. Dénutrition, signes de violence morale, terreur panique à l'idée de revoir Rebecca. Peu à peu, grâce à un suivi médical et psychologique intensif, ils purent expliquer comment la femme leur interdisait tout contact avec l'extérieur, leur répétant que leurs parents les avaient oubliés ou étaient eux-mêmes en danger. Elle leur affirmait qu'elle seule pouvait les protéger. Son emprise psychologique, combinée à la crainte qu'ils éprouvaient en la voyant régulièrement manipuler un tas de clés, de cadenas et d'ustensiles divers, suffisait à les maintenir sous son contrôle. Les enquêteurs réalisèrent que la plupart des enfants victimes étaient issus de familles dont la situation était soit fragile, soit peu surveillée par les services sociaux, ce qui rendait la manœuvre plus aisée pour l'agresseuse. Cette découverte provoqua un véritable tremblement de terre dans la communauté. Sur le plan politique et institutionnel, on se demanda comment il avait été possible qu'aucune autorité n'ait soupçonné des irrégularités. Après tout, Rebecca organisait ses collectes en permanence, manipulait un gros congélateur dans un contexte soi-disant caritatif, et personne n'avait jamais jugé opportun de vérifier de plus près. Les médias nationaux accoururent à Missoula pour couvrir l'affaire, ponctuant leurs reportages d'images de la maison barricadée et de témoignages de parents bouleversés, encore incapables de croire que la charmante femme qu'ils rencontraient chaque semaine puisse avoir commis de tels actes. Les proches de certaines victimes exprimèrent un mélange de chagrin insoutenable et de colère. Ils se reprochaient d'avoir fait confiance à cette bonne âme qui organisait les ventes de gâteaux et les campagnes de dons, alors qu'elle dissimulait au même moment l'indicible. La police inculpa aussitôt Rebecca Coleman pour enlèvement, séquestration et homicide, comptabilisant autant de chefs d'accusation que d'enfants disparus et retrouvés décédés. Le procureur, lors d'une conférence de presse, souligna la cruauté et l'aberration de ces crimes, mais aussi le caractère si sournois et inattendu du modus operandi. Selon lui, rarement un suspect n'avait autant abusé de son aura de générosité et de confiance pour perpétrer des actes aussi graves. À ce stade, la communauté de Missoula réclamait justice, et l'affaire fut transmise à la juridiction compétente pour organiser un procès à la hauteur de la gravité des faits. Lorsque le procès s'ouvrit, la salle d'audience fut prise d'assaut par les journalistes et les habitants indignés. Le visage de Rebecca, pâle, presque absent,
contrastait avec l'image enjouée qu'on connaissait d'elle auparavant. Son équipe de défense, assignée d'office, s'efforça d'établir une ligne basée sur la pathologie mentale, invoquant un trouble psychotique à forte connotation mystique pour expliquer son passage à l'acte. L'accusation, de son côté, soutenait avec fermeté que, même si l'accusée présentait des troubles indéniables, elle avait commis des actes méthodiques et délibérés, démontrant sa pleine conscience de la dissimulation de ses crimes. Le procureur détailla avec précision chaque étape du processus. L'isolement des enfants, leur dissimulation, l'achat calculé d'un grand congélateur destiné à dissimuler les corps, la manipulation de la communauté. Les jurés entendirent également les témoignages des 2 enfants survivants, retransmis à huis clos pour préserver leur intimité. Leurs récits, poignants, décrivaient la peur, la faim et les mensonges martelés par Rebecca pour les maintenir dans une obéissance forcée. Les débats se prolongèrent plusieurs semaines, ponctués de rapports d'experts psychiatriques. L'équipe de la défense produisit des analyses concluant à un délire religieux sincère, où l'accusé se serait senti investi d'une mission sacrée. Ils soulignèrent que son journal intime ne contenait aucune allusion à un désir d'enrichissement ou de vengeance, ce qui, selon eux, prouvait qu'elle n'était pas une meurtrière au sens commun, mais une malade mentale qui cherchait à sauver des enfants d'un danger imaginaire. L'accusation répliqua que l'éventuel délire ne l'avait pas empêché de se conduire avec ruse et duplicité envers les autorités et les parents. À plusieurs reprises, elle avait menti et élaboré des subterfuges pour faire passer ses actes pour des œuvres caritatives. Selon le procureur, il s'agissait donc de la preuve qu'elle discernait parfaitement le caractère illégal de ses agissements, même si elle les rationalisait sur le plan psychologique. Les médias commençaient alors à brosser un portrait contrasté de Rebecca. Certains journaux insistaient sur la dimension monstrueuse et sadique de ses actes. D'autres mettaient en avant la dimension pathologique, l'échec de la détection de troubles mentaux potentiellement anciens. Les témoignages de la famille de Rebecca évoquaient pourtant une enfance sans drame particulier, hormis la perte précoce d'un parent, ce qui n'expliquait pas entièrement ce passage à la violence. Les psychologues consultés parlèrent de facteurs multiples: un terrain dépressif, un isolement progressif, un potentiel trouble psychotique latent, et peut-être un contexte de pression extrême lié à son rôle de mère dans une ville où tout le monde la considérait comme un modèle. Les propos de Brooke Martinez lors de l'audience, bien qu'elle fût témoin et non accusée, montrèrent l'état de sidération qui saisit quiconque l'avait côtoyée. Elle affirma qu'elle n'avait jamais repéré le moindre signe d'instabilité majeure chez son amie. Leur relation se bornait au bénévolat pour l'école et aux discussions autour des repas partagés après les réunions. Rebecca se montrait certes parfois obsédée par le besoin de tout contrôler, mais cela n'avait pas paru anormal dans le cadre d'une organisation d'événements caritatifs, souvent exigeante en temps et en énergie. De son côté, Gabrielle Sanders, interrogé sur son ressenti après avoir su qu'on le suspectait un temps de complicité, déclara qu'il se sentait dévasté et honteux de n'avoir rien vu venir. Il expliqua qu'au cours des rares conversations qu'il avait eues avec Rebecca, elle l'avait encouragé à plus se confier et à mieux gérer sa situation de père célibataire, tout en lui proposant parfois de garder sa fillette si nécessaire. Heureusement, disait-il, il n'avait jamais accepté cette offre, plus par timidité que par méfiance. Il avoua en être soulagé, car il frissonnait à l'idée que sa propre enfant eût pu disparaître dans ces conditions macabres. Les jurés, pendant ce témoignage, virent clairement à quel point la stratégie de Rebecca avait reposé sur sa capacité à gagner la sympathie et la confiance de tous, sans distinction. La tragédie, dans cette affaire, résidait en partie dans l'immense contraste entre l'image publique de la gentillesse et la réalité des crimes commis dans l'ombre. Au fil des audiences,
L'opinion publique soutint largement la thèse d'une accusée responsable de ces actes, car l'horreur des découvertes dans le sous-sol ne laissait guère de place à la compassion. La mort de plusieurs enfants, la détention inhumaine d'autres, tout cela soulevait une révolte collective. La communauté de Missoula réclamait une peine exemplaire, un verdict fort qui reflète leur souffrance et leur stupeur. Finalement, le jugement tomba. Le jury déclara Rebecca Coleman coupable de tous les chefs d'accusation, y compris d'homicide, d'enlèvement et d'actes de barbarie. Le juge prononça la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Au moment d'entendre la sentence, Rebecca resta figée, le regard vide, incapable d'exprimer la moindre émotion. Certains spécialistes suggèrent que, retranchée dans son propre monde délirant, elle n'avait peut-être toujours pas conscience de la gravité de ses actes. D'autres soulignaient au contraire que cette absence de réaction cachait un sentiment de défaite profonde, la prise de conscience que tout son plan délirant s'était effondré devant la loi et la morale universelle. Après le verdict, la ville de Missoula tenta de panser ses plaies. Les écoles renforcèrent davantage leur système de sécurité, et de nombreux ateliers de prévention furent organisés pour les enfants comme pour les parents, afin de repérer plus tôt d'éventuels comportements troubles. Plusieurs parents endeuillés reçurent un soutien psychologique et légal pour essayer de se reconstruire, bien que la perte d'un enfant demeure une blessure impossible à refermer. L'incompréhension restait vive dans la communauté. Comment une femme si appréciée, qui donnait tant de son temps pour les autres, avait pu, peu à peu, glisser vers l'horreur absolue? Les médias nationaux relatèrent le procès sous l'angle d'un avertissement. La façade la plus irréprochable peut parfois masquer des ténèbres insoupçonnées, surtout dans un contexte où la confiance réciproque semblait la règle. Dans la foulée, le procureur eut un entretien avec la presse, rappelant l'importance d'observer des signaux, même subtils, lorsque quelqu'un, aussi bien intentionné qu'il paraisse, montre des tendances au contrôle excessif ou adopte des comportements nocturnes cachés. Pour beaucoup, la leçon à tirer fut la nécessité de creuser un peu plus loin quand on voit quelque chose d'anormal. S'il n'y avait pas eu cet appel anonyme signalant des bruits et des gémissements dans la cave, peut-être que Rebecca serait encore passée entre les mailles du filet pendant des mois. Les investigations finales révélèrent que le sous-sol n'était pas son seul lieu suspect. Il y avait aussi un grenier aménagé, où elle entreposait de mystérieux carnets rassemblant des photos de divers enfants, dont certains ne figuraient heureusement pas parmi les disparus. Elle avait dressé comme une sorte de liste d'attente, notant avec des symboles cryptiques les prénoms et l'âge de plusieurs autres enfants, potentiellement ses futures cibles. Cette révélation ne fit qu'accentuer la consternation générale. Gabriel Sanders, après avoir été complètement mis hors de cause, expliqua publiquement qu'il comptait quitter la ville, car le souvenir de cette affaire l'avait trop traumatisé, ainsi que sa fillette. Il ne supportait plus de passer devant cette école, de croiser le regard des autres parents ou d'entendre reparler de Rebecca Coleman. Il espérait recommencer sa vie ailleurs et offrir à son enfant une atmosphère plus sûre. Quant à Brooke Martinez, elle s'efforça, malgré tout, de poursuivre son engagement associatif. Elle se mit en relation avec un organisme venant en aide aux victimes et aux orphelins de crimes violents, comme pour transformer le sentiment de culpabilité ou d'aveuglement qui la hantait en une force positive. D'autres familles, qui avaient participé aux activités de Rebecca, entrèrent pendant un temps dans une phase de méfiance généralisée, ne sachant plus à qui faire confiance. Les programmes scolaires perdirent une partie de leurs bénévoles, car chacun avait peur de retrouver un détraqué parmi les parents volontaires. Pour les 2 enfants rescapés, le chemin de la guérison psychologique serait long. Les spécialistes, ayant examiné leur état, estimèrent que des années de thérapie seraient nécessaires
pour reconstruire un sentiment de sécurité. Les autorités locales et les services de protection de l'enfance, en collaboration avec des médecins et des psychologues, prirent en charge leur suivi, essayant de leur assurer un foyer stable et aimant, loin des épreuves subies. Les premières séances d'évaluation révélèrent une culpabilité perturbante chez ces enfants, qui ne comprenaient pas pourquoi eux étaient encore en vie alors que leurs compagnons d'infortune avaient péri. Les intervenants insistaient sur la nécessité de rompre ce cycle d'autodépréciation et de crainte afin qu'ils puissent retrouver un semblant d'innocence. Les témoignages de leur détresse à l'audience avaient profondément marqué les esprits et un élan de solidarité s'était manifesté à Missoula pour leur venir en aide. Des dons affluèrent, destinés à financer leurs frais médicaux et leur permettre de commencer une nouvelle vie loin du spectre de cette cave. La justice se pencha aussi sur la possibilité de poursuivre d'éventuels complices, ou au moins des tiers ayant aidé Rebecca de manière indirecte. Mais aucune preuve concluante ne fut trouvée à l'égard de Gabriel ou de Brooke. Les gens du voisinage, même ceux qui avaient contribué à transporter des denrées vers la cave, semblaient n'avoir été que des pantins involontaires dans le jeu tordu de Rebecca. Celle-ci avait habilement séparé chaque tâche, de sorte que personne n'avait une vision d'ensemble de ce qui se passait chez elle. Les livreurs déposaient la nourriture dans le garage, les bénévoles aidaient ponctuellement à trier des vêtements, et personne ne s'aventurait au sous-sol sans son autorisation. Quant aux commerçants locaux qui lui faisaient confiance, ils réalisèrent trop tard qu'ils avaient nourri, malgré eux, un cauchemar. Cela renforça l'amertume dans la collectivité, car chacun se sentit trahi et complice involontaire. Des mois après le procès, les médias diffusèrent encore des reportages spéciaux, rappelant les images de Rebecca en train de sourire sur une photo promotionnelle de la kermesse de l'école, entourée d'enfants. Certains psys expliquèrent, dans ces documentaires, que derrière un visage apparemment dévoué au bien commun peut exister un engrenage de pensées délirantes qui n'apparaissent que tardivement. Ils soulignèrent qu'il est parfois impossible de prédire un tel basculement. Les experts du comportement indiquèrent que la gentillesse de façade et l'implication sociale pouvaient être, dans de rares cas, un moyen de surcompenser des pulsions ou des croyances irrationnelles. L'ambiguïté, dans ce dossier, provenait du fait que la criminelle s'était servie de l'altruisme comme d'un masque solide, en exploitant la confiance profonde qu'elle inspirait chez les autres parents. En ce qui concerne la justice et la police, l'affaire laissa place à une remise en question générale. Des séminaires furent organisés pour mieux former les agents à la détection de signaux faibles. On incita également la population à signaler toute anomalie, même minime, pour éviter que la peur d'importuner ne retarde l'intervention des forces de l'ordre. Dans les mois qui suivirent la condamnation, plusieurs policiers rencontrèrent des psychologues pour surmonter le choc d'avoir découvert les corps d'enfants dans le congélateur. Un tel tableau macabre les hantait, y compris ceux ayant déjà connu des scènes de crimes violentes. Les services sociaux, eux, intégrèrent des modules de vigilance supplémentaires lors des visites à domicile. Désormais, un parent bénévole investi dans trop de tâches peut susciter des interrogations si certains aspects de son comportement paraissent incohérents. Rebecca, de son côté, disparut de la scène médiatique après l'énoncé du verdict. Emprisonnée à perpétuité, elle passait pour incarner le mal suprême dans l'imaginaire collectif de Missoula. Les rumeurs allaient bon train, chacun murmurant qu'elle continuait d'écrire des textes délirants ou au contraire qu'elle avait sombré dans un mutisme total. Les autorités pénitentiaires n'en divulguèrent que peu d'informations, par respect pour la procédure et pour ne pas alimenter un sensationnalisme déjà trop présent. Certains psychologues demandèrent à lui rendre visite afin d'étudier son cas, dans l'espoir de mieux comprendre les rouages de ce type de dérive mentale. Les associations de victimes, elles, jugèrent
qu'il était vain de tenter d'excuser ou de comprendre davantage. Le mal était fait, et le devoir de la société consistait désormais à aider les survivants et à rendre hommage aux enfants disparus en tirant les leçons qui s'imposaient. Pour la population générale, la conclusion la plus douloureuse était que la vigilance doit aussi s'exercer à l'égard de celles et ceux qui semblent irréprochables. Plusieurs mois plus tard, la petite ville de Missoula tentait de retrouver une certaine normalité. Les décorations de fin d'année furent plus sobres, et chaque rassemblement se faisait dans la mémoire des victimes. Là où autrefois régnait la joie de vivre et l'assurance d'une communauté unie, un voile de prudence et de tristesse planait désormais. Sur la place principale, un mémorial fut installé avec quelques plaques portant les noms des enfants disparus. Et il n'était pas rare d'y voir des bougies, des fleurs ou des peluches déposées par des passants émus. Des écoles de la région instaurèrent aussi un protocole de contrôle plus strict pour toute personne se proposant en tant que bénévole, exigeant systématiquement une vérification d'antécédents et plus de références croisées. Personne ne voulait revivre l'horreur de ces mois où les disparitions se multipliaient, alors que l'origine du mal se trouvait sous les traits rassurants d'une mère dévouée. Au-delà de Missoula, l'affaire marqua le pays entier et renvoya une image plus complexe de la notion de communauté. On avait tendance à dire que les petites villes sont plus sûres parce que tout le monde se connaît. Mais le cas de Rebecca prouva, de manière tragique, que la proximité n'empêche pas la dissimulation lorsqu'une personne profite de sa réputation pour se forger un alibi moral quasiment inébranlable. Les associations de protection de l'enfance se saisirent de ce dossier afin de communiquer sur le fait que la maltraitance et la violence ne sont pas toujours visibles et qu'elles peuvent s'exercer sous couvert de bonnes intentions. Elles insistèrent sur l'importance de ne pas minimiser les alertes qui peuvent, sur le moment, sembler anecdotiques. Des odeurs bizarres, des déplacements nocturnes insolites, des explications confuses sur la présence d'un gros matériel de stockage chez un bénévole. Le drame laissa un arrière-goût amer, car tout aurait peut-être pu être évité si, dès le premier enfant disparu, un soupçon s'était porté sur la personne qui organisait presque tout. Mais qui aurait pu imaginer une telle duplicité? Telle fut la question qui revint sans cesse dans les discussions, aussi bien dans les bars du quartier que dans les réunions de conseillers municipaux. Il resta donc une interrogation lancinante. Qu'en est-il de la nature humaine lorsque la plus grande des vertus apparentes peut se transformer en couverture pour la plus abjecte des folies? Les mois passant, certains habitants de Missoula éprouvèrent un sentiment de libération. Au moins, la vérité avait fini par éclater, et le monstre n'était plus en liberté. D'autres continuaient de ressasser un sentiment de culpabilité collective, car la générosité de Rebecca était si ancrée dans l'esprit du quartier que les gens n'avaient pas voulu ou pas pu voir les contradictions qui s'accumulaient autour d'elle. Cette tristesse collective se mêlait à la hargne de prévenir, à l'avenir, de tels scénarios. Des ateliers furent mis en place pour les familles, abordant des thèmes comme comment parler à son enfant des gens trop gentils, comment cultiver la méfiance raisonnée sans tomber dans la paranoïa, etc. Ainsi, le nom de Rebecca Coleman devint progressivement le synonyme même de la trahison du voisinage. Un sujet évoqué pour rappeler que nul n'est infaillible et qu'il faut savoir conjuguer solidarité et discernement. Quant aux organismes d'aide aux victimes, ils continuèrent de prendre en charge les parents ayant perdu un enfant. Un de ces organismes organisa même une soirée hommage au printemps, quelques mois après la condamnation, où furent lues des lettres écrites par des proches endeuillés, exprimant leur espoir de ne pas voir la mémoire de leur petit sombrer sous l'effet de la médiatisation du seul nom de l'assassin. De grands panneaux, couverts de photos d'enfants souriants, rappelaient qu'ils n'étaient pas que des faits divers, mais des êtres uniques,
plein de rêves et d'avenir. Derrière la tristesse qui se dégageait de cette cérémonie, on percevait une solidarité nouvelle, plus lucide, qui visait à unir la communauté et à poursuivre des valeurs d'entraide, mais sous un regard plus vigilant. Les semaines suivantes, dans les coulisses de la police, on effectua un débriefing approfondi. Comment aurait-on pu découvrir plus tôt les activités de Rebecca Coleman? Y avait-il eu des manquements? Les officiers expliquèrent qu'ils avaient manqué de soupçons concrets, que les éléments à leur disposition, bien que troublants, ne permettaient pas une perquisition en bonne et due forme. De plus, la réputation incontestée de la suspecte avait joué en sa faveur, dissuadant ceux qui avaient des doutes de les énoncer clairement. Les autorités locales promirent d'intégrer ces leçons dans leur futur protocole. Malgré tout, personne ne put balayer l'idée qu'une tragédie de ce genre puisse se reproduire un jour, car la face cachée de l'être humain peut se manifester de bien des manières. Finalement, l'affaire Rebecca Coleman, surnommée par la presse la mère la plus exemplaire de l'école, cachant l'horreur dans son congélateur, trouva son aboutissement judiciaire dans la condamnation ferme et la réclusion à perpétuité. Ceux qui avaient côtoyé cette femme durent affronter un sentiment d'abus profond, tandis que les familles victimes commençaient un deuil long et douloureux. Les 2 enfants survivants, après plusieurs mois de soins intensifs, entamèrent leur convalescence loin de la ville, confiés à des foyers spécialisés, avec l'espoir de se reconstruire à force de thérapie et d'encadrement attentif. Les psychologues qui les suivirent rapportèrent des cauchemars fréquents, des terreurs nocturnes, ainsi qu'une difficulté à réintégrer un cadre scolaire par peur d'un nouvel enlèvement. Malgré le temps et la bienveillance de l'entourage, nul ne pouvait prédire dans quelle mesure ils arriveraient à dépasser complètement un tel traumatisme. Du point de vue légal, le procureur se félicita que le verdict ait été exemplaire, estimant que la peine reflétait la gravité des actes commis et envoyait un signal fort, à savoir que la cruauté déguisée, sous des apparences de bonté, serait punie sans clémence. Un juge d'instruction, ayant suivi le dossier, déclara qu'il avait rarement vu un tel fossé entre la perception sociale d'une personne et la réalité de ses actes criminels. Plusieurs associations militantes dans le domaine de la protection de l'enfance soulevèrent toutefois la question de la prise en charge des troubles mentaux. Aurait-elle pu anticiper? Y avait-il des points de repère qui auraient pu être détectés? Certains articles parurent dans la presse spécialisée, récapitulant le parcours de Rebecca, spéculant sur sa psyché et les facteurs environnementaux qui avaient pu amplifier sa dérive. Mais, pour la plupart des habitants de Missoula, il s'agissait d'abord d'un crime monstrueux, au-delà de toute justification. Pour conclure cette affaire, le tribunal classa définitivement le dossier après plusieurs mois d'audience et de délibération, et la vie reprit un cours fragile dans la communauté. L'école primaire, autrefois fière de son dynamisme, continua d'accueillir de nouveaux élèves, tout en cultivant une mémoire douloureuse. Sur la façade, une banderole restait accrochée, rappelant le souvenir des enfants disparus. Les familles, peu à peu, tâchèrent de rétablir un semblant de joie. Les rires résonnèrent à nouveau dans la cour de récréation. Les parents recommencèrent à converser autour de la machine à café, même si, au fond de leurs yeux, on lisait une réserve nouvelle. Certains vinrent déposer des fleurs en souvenir, et la ville organisa un festival de printemps dédié à la vie et à l'espoir, où l'on chanta des chansons pour honorer les petites victimes. C'était une manière de dire que, malgré la noirceur qui avait tout envahi, le désir de solidarité et de paix persistait. Aujourd'hui, il reste de ce drame l'histoire d'une immense tromperie, d'une manipulation collective et de l'horreur d'enfants pris au piège d'un fantasme mortifère. Je voudrais conclure en vous disant que, de mon point de vue, cette affaire souligne la nécessité de rester vigilante face aux apparences,
car même la personne la plus bienveillante en apparence peut dissimuler le pire. J'espère que ce récit vous aura permis de comprendre les complexités d'une telle enquête et la profondeur des séquelles laissées par un crime aussi abominable. Merci d'avoir suivi cette affaire jusqu'à la fin. Je vous remercie pour votre patience et votre soutien, et j'espère vous retrouver prochainement pour d'autres histoires, en espérant qu'elles soient moins dramatiques. Si vous souhaitez poursuivre l'aventure sur cette chaîne, j'ai déjà mis en ligne plusieurs autres vidéos qui pourraient ne vous intéresser. Un dossier sur un meurtre familial au cœur d'un manoir isolé, une affaire troublante d'empoisonnement au sein d'une petite communauté rurale, et enfin une enquête autour d'un réseau de fraudeurs qui a fait grand bruit dans le milieu bancaire. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et je vous retrouve très vite.